Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine, le thème plus orienté sur l'écologie un petit peu, même si on voit ce qu'on peut faire avec la photo sur les différents thèmes. Aujourd'hui, nous voyons l'eau sous toutes ses formes. D'abord, comment on va pouvoir la trouver, où on va pouvoir la trouver. Nous allons regarder un petit peu ce qui nous intéresse plus sur les zones humides, bien sûr, et puis ce qu'on va pouvoir y faire dans ces zones humides, qu'est-ce qu'on va pouvoir photographier, et comment les photographier, sous quelle forme. On commence tout de suite. Donc l'eau, tu connais un petit peu comment on la décrit, c'est H2O, on la trouve dans beaucoup d'endroits. Donc c'est un élément qui est assez stable, mais qui peut réagir très vite suivant les substances qu'il y a dedans. Alors je vais te donner juste deux exemples auxquels j'ai pensé. Donc l'eau va se minéraliser extrêmement facilement. Alors quand elle va tomber sous forme de pluie, elle va ruisseler sur des substrats et sur des sols. Et au contact de ces substances, elle va se charger au niveau de minéraux, plus ou moins, suivant les régions. Et donc on va avoir des eaux qui sont plus ou moins minéralisées. Cette minéralisation, elle va intervenir en fait dans la conductivité en fait de cette eau. Donc la conductivité, c'est ce courant électrique qui peut passer dans l'eau. Alors l'eau, bien sûr, elle est très conductrice, puisque on sait qu'il ne faut pas toucher l'électricité quand on a les pieds dans l'eau ou quand il y a de l'eau à nos pieds, forcément, quand on est en contact avec de l'eau. Alors, cette eau, moins elle va être minéralisée, moins le courant va pouvoir circuler, et plus elle va être minéralisée, plus le courant va pouvoir circuler. Alors, une eau continentale, une eau douce, va être conductrice, mais beaucoup moins qu'une eau salée, avec beaucoup de sel, donc beaucoup de minéraux à l'intérieur, comme les eaux de mer, enfin les eaux marines. Alors, ces eaux, elles vont être représentées à 97% par les eaux marines, donc les eaux salées, et puis les 3% qui restent vont être représentés par les eaux continentales, donc les eaux douces. Alors, il y a des flux, les flux d'eau. On va voir ça très rapidement. En fait, on a l'eau bleue et on a l'eau verte. L'eau bleue, c'est toutes les eaux de ruissellement, en fait. Ce sont les eaux qui vont ruisseler, qui vont s'infiltrer, qui vont provoquer des aquifères, par exemple. Ce sont des grosses poches d'eau souterraines. Les lacs, les rivières, tout ce qui est visible. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'eau qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Et ce qu'on appelle l'eau verte, c'est tout simplement l'eau qui va être dans une couche supérieure de la croûte terrestre, en fait, tout simplement. Donc c'est pas très profond, et c'est là où les plantes vont pouvoir s'alimenter. Sous forme d'osmose, bien sûr, elles vont capter en fait l'eau pour se nourrir, pour avoir suffisamment de minéraux, et puis finalement relâcher par la transpiration des plantes dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'eau verte, et donc ça, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la récupérer. C'est comme si on avait de l'eau, par exemple, dans un buvard, c'est inutilisable. L'eau, on la trouve sous trois formes différentes. Donc on a sous cette forme de liquide, que l'on connaît tous. Quand on la fait couler sous le robinet, voilà, c'est de l'eau liquide, on connaît très bien cet état. On a l'état solide, donc de la glace, de la neige par exemple. Et puis il y a un troisième état qu'on ne voit pas forcément, c'est quand l'eau va s'évaporer. Donc l'évaporation de l'eau, ça on la voit pas forcément, sauf sur des endroits qui sont très chauds, mais ça c'est
c'est pas la majeure partie des choses, hein. C'est comme quand tu fais bouillir de l'eau pour cuire tes pâtes, cette vapeur que tu vois au-dessus, c'est un peu gazeux, voilà, c'est l'eau qui s'évapore. Mais il y a quand même ce troisième état qu'on va pouvoir observer, c'est sous forme de nuages, de brouillard ou de brume. Alors, l'eau, nous avons un cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, il est très facile à comprendre. Il y a de l'évaporation, comme on vient de voir, donc des océans, mais aussi des eaux continentales, puisque il n'y a pas que les eaux marines qui vont s'évaporer. Et puis, il y a la respiration, donc l'évaporespiration des plantes, et tout ça va former des nuages. Les nuages vont redistribuer en fait cette eau sous forme de pluie. Cette pluie va réalimenter les cours d'eau, les étangs, les océans, mais va également pénétrer dans le sol, une nappe phréatique par exemple, les rivières souterraines et ce qu'on a vu tout à l'heure, les aquifères. Ce sont les gros réservoirs d'eau souterraine. Alors, il y a des scientifiques qui avaient produit, donc ça, je vais essayer de te le remettre dans la description pour que tu puisses aller voir, une photo, enfin une représentation de la Terre. Donc, il n'y avait plus d'eau, hein, c'était une terre asséchée. Et ce que ça représentait en fait au niveau de l'eau des océans, des eaux souterraines et des eaux continentales d'eau douce. Au niveau de la surface de la Terre, l'eau représente 71% de la surface. Par contre, quand on regarde la quantité d'eau, donc il y avait sur cette représentation une grosse boule bleue. Donc là, c'était l'ensemble des océans et des mers. Il y avait une toute petite boule à côté, beaucoup plus petite, qui représentait en fait toutes les eaux souterraines, donc que ce soit les nappes phréatiques, les rivières souterraines ou les aquifères. Et puis juste à côté, il fallait bien regarder, il y avait une autre petite bille, vraiment toute petite, et qui représentait en fait les eaux continentales, les eaux douces sur les continents. Alors c'est très impressionnant parce que on se rend compte que finalement les quantités d'eau sont pas si énormes que ça vis-à-vis de la Terre. Alors, comme on l'a vu un petit peu, l'eau, elle est partout. Nous la voyons partout. Elle entoure nos continents avec les océans et les mers. Elle est dans nos départements, sur les continents, sous forme de marées, d'étendues d'eau, hein, de lacs, de rivières, de fleuves. Donc c'est ça que nous voyons. Donc nous avons l'impression qu'il y a beaucoup d'eau. Alors l'eau, on l'a également retrouvée dans l'espace, hein, dans l'univers. Je ne donnerai juste qu'un exemple parce que j'ai pas assez de compétences là-dessus pour expliquer où on a pu en trouver, où ça a pu être découvert. Mais par exemple les comètes, maintenant on sait que c'est de la glace en fait qui voyage. Hein. Ce cycle de l'eau, l'homme l'a beaucoup bouleversé. Pourquoi il l'a beaucoup bouleversé ? Alors tout simplement parce que il a surexploité en fait cette eau disponible. Pourquoi ? Pour notre consommation personnelle, hein, la consommation de la population, pour l'irrigation, notamment pour l'agriculture. Il a canalisé certaines rivières. Il a donc dévié des cours d'eau et puis a formé des barrages aussi. Donc il est intervenu sur le milieu naturel et donc sur ce cycle de l'eau. Maintenant nous allons voir ce qui va nous intéresser, principalement ce sont les zones humides. Les zones humides, alors qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? Tout simplement, c'est un endroit où l'eau est l'élément principal pour entretenir le milieu naturel, hein, où il y a les interactions qui interviennent, et donc l'élément principal, c'est l'eau. Alors, ces zones humides représentent 3% de la couverture mondiale, donc tu vois que c'est vraiment très très peu,
et on va s'apercevoir que ces zones sont très riches au niveau biodiversité et qu'il faut les protéger. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces 3%, depuis le début du siècle, nous avons perdu 65% de ces zones humides parce que nous les avons asséchées, et donc si nous les avons asséchées, nous les avons perdues. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour notre consommation personnelle, pour l'irrigation, pour l'agriculture par exemple, pour l'industrie. Voilà, c'est tout un ensemble en fait qui a fait que l'homme a asséché, est intervenu en fait sur ces zones humides, et qu'au fur et à mesure, il les a réduites. Alors, petite parenthèse, je voulais quand même revenir en fait sur ce que moi j'appelle des terres sauvages. C'est les endroits où les animaux peuvent évoluer tranquillement, et donc la vie sauvage. Donc les zones humides en font partie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, tous les 10 ans, nous perdons en terres sauvages environ 3 départements. Il faut se réinventer et penser à des choses pour récupérer en fait des terres sauvages. Parce que sans cela, tu t'imagines bien qu'en perdant 3 départements de terres sauvages tous les 10 ans, on va plus aller bien loin, par exemple en France. C'est juste pas possible, on va pas pouvoir grignoter tout le temps comme ça sur les terres sauvages. Alors, les zones humides sont réellement des zones de biodiversité incroyables. Il y a une interaction entre des animaux et des plantes qui sont là, qui vivent, ce que je vais appeler endémique, hein, ce sont des animaux et des plantes qui vivent là toute l'année ensemble, mais aussi sur des animaux, alors, principalement des oiseaux qui vont arriver à une période de l'année qu'on appelle la migration par exemple, et qui vont s'intégrer aussi à ces milieux, qui vont y vivre, qui vont pouvoir s'y reposer, qui vont pouvoir s'y nourrir, parce que ces milieux sont riches. Donc en termes de biologie, on a quand même, donc en France, on a un tiers des espèces floristiques que l'on retrouve dans ces zones. Et nous retrouvons également au niveau des oiseaux 50% des espèces. On les retrouve dans ces zones humides. Donc tu vois que c'est vraiment très très riche. Ces zones humides, elles ont des bénéfices, comme on l'a vu au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau économique, hein, parce que je pense que si elles étaient bien gérées, on pourrait s'en servir pour nos consommations, alors par exemple sur de l'aquaculture, sur de la pêche, sur de la production d'osier par exemple, de tourbes dans les tourbières, mais c'est toujours le même problème, c'est que à partir du moment où on commence à consommer quelque chose, on le fait en excès et non pas en pensant à la résilience en fait des milieux, en leur laissant le temps de pouvoir se régénérer et de pouvoir produire de nouveau. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir, parce que tous ces métiers peuvent très bien se concevoir avec les milieux naturels, ces zones humides, mais il faut vraiment changer de paradigme et d'être moins dans la consommation. Ces zones sont des zones dépolluantes, un petit peu au même titre que les forêts par exemple. Alors, il va y avoir deux choses. Elles vont être dépolluantes parce que les plantes qui vont pousser en fait dans ces zones, alors je pense notamment par exemple aux roseaux ou bien aux joncs, sont des plantes qui vont filtrer énormément, à sonder. C'est pour ça que ces zones sont un petit peu des filtres. Elles vont vraiment dépolluer les eaux de substances nocives, des métaux lourds par exemple, ou d'autres substances que l'on peut trouver par nos rejets, et ces plantes vont réussir à filtrer cette eau et à la rendre propre, à la rendre
pure. Ces zones vont également, par rapport à ces plantes, être réparatrices parce que en fait sur les bords en fait de ces zones humides, hein, que ce soit des étangs, des rivières, des fleuves, en fait les plantes en poussant vont maintenir en fait les sédiments. Elles vont éviter qu'il y ait trop de sédiments qui se mettent en fait dans les parties hautes des eaux et vont maintenir en fait les berges de ces rivières et de ces fleuves par exemple. Donc c'est vraiment très important. Au niveau scientifique, c'est pareil. Ce sont des zones qui sont vraiment très importantes pour l'étude en fait des animaux, de la flore, leur interaction. C'est vraiment des lieux privilégiés. Et puis au niveau culturel, eh bien, je pense qu'il y a moyen de développer un tourisme pour non seulement que les gens se sentent mieux dans la nature, hein, donc ce soit quelque part quelque chose de récréatif, mais également pour essayer d'éduquer les gens. Et si les gens sont mieux éduqués, ils pourront mieux protéger et sauvegarder en fait le milieu naturel. Maintenant, nous allons voir ce qui nous intéresse, donc ces zones humides, cette eau, comment nous allons pouvoir, nous photographes, réaliser des images. Alors, nous allons pouvoir la photographier sous 3 formes différentes. Donc, la forme que l'on connaît, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sous forme de liquide, que ce soit les étangs, les rivières et tout ça, mais aussi sur le mouvement de cette eau, par exemple sur les cascades ou sur les fleuves, par exemple, ce mouvement de l'eau qui descend, mais aussi peut-être plus artistique sur la structure de l'eau. Donc je vais te passer là ici quelques images sur les reflets, par exemple, la transparence de l'eau. Nous allons pouvoir aussi la photographier sous forme de solide, donc principalement l'hiver, hein, sous forme de neige, de gel, les cristaux de neige, et puis de glace aussi. Et puis sur cette 3e forme, un petit peu plus particulière, mais qui va être représentée par les nuages, par le brouillard ou la brume, qui va donner des ambiances assez particulières que j'aime beaucoup dans les photos de paysages. Alors, ces zones, comme elles sont très riches au niveau biologique, de la biodiversité, nous allons pouvoir photographier énormément de choses. Alors, la flore, bien sûr, peu importe que ce soit des arbres ou des plantes, des fleurs, mais également tout ce qui est insectes, les araignées, les libellules, les coléoptères. Enfin, il y a réellement beaucoup d'insectes en fait que l'on va pouvoir photographier avec ces plantes. Et puis il y a cette richesse d'oiseaux, aussi bien d'oiseaux qui vont être présents sur le site toute l'année, donc des petits passereaux, comme les rousserolles par exemple, qui sont vraiment inféodés sur ces milieux, mais aussi des rapaces, comme des faucons, des éperviers par exemple. On a aussi les busards par exemple, les busards des roseaux. Alors même s'ils ne se reproduisent pas en fait sur ces zones humides, ils vont être présents en fait à ces endroits pour venir chasser, pêcher. Et puis nous allons avoir aussi quelques mammifères, donc suivant les endroits bien sûr. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais à certains endroits, certaines zones humides, nous aurons la possibilité d'observer par exemple du chevreuil, du renard, pas mal de rongeurs, hein, tels du castor par exemple, du ragondin, du rat musqué. C'est vraiment un milieu très riche et je pense que au-delà de la richesse biologique, nous allons pouvoir former des images artistiques qui vont être à la fois de l'animal, mais l'animal en interaction avec son milieu. Et puis, pour toutes les autres espèces qui vont arriver aussi
pendant les migrations. Alors là, je pense principalement pour les oiseaux, mais il y a une interaction qui va se passer entre l'oiseau et le milieu, et entre les différentes espèces animales qui peuvent se trouver sur le lieu. Alors, je pense réellement qu'il y a vraiment de quoi faire sur ces zones humides. Et puis après, au-delà de ça, nous avons aussi les images de paysage. Je pense que c'est quelque chose d'assez important et de joli dans beaucoup d'endroits. Donc il faut vraiment se faire plaisir là-dessus. Et puis moi j'y travaille aussi, et je pense que ce sont vraiment des milieux... alors il ne faut pas en abuser, mais pour du portrait par exemple, et là je parle en portrait individuel, où moi ma démarche étant de remettre l'humain en fait dans la nature, hein, dans ce milieu naturel, pour avoir cette approche que nous n'avons plus depuis un certain temps. Je pense qu'en fait les zones humides sont vraiment un bon lieu pour ces photos. Donc il faut y réfléchir. Je pense que ça peut donner lieu à pas mal d'idées. Et puis j'espère en tous les cas t'avoir donné de la motivation pour aller dans ces zones humides, te faire découvrir toute cette biodiversité qu'il peut y avoir. Et puis écoute, moi j'attends de savoir ce que tu as pu réaliser comme image. N'hésite pas à m'en envoyer quelques-unes sur ma boîte mail. Alors bien sûr en pas trop gros format hein, au niveau de tes images, pour pas que ça me bloque ma boîte mail, mais je serais très curieux de voir ce que tu peux faire dans ces zones. Eh bien écoute, moi je te dis normalement à vendredi ou samedi pour la prochaine vidéo, et puis entre temps, fais-toi plaisir en photo, et moi je te dis une bonne soirée, à bientôt, salut.